Vous nous écoutez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV tous les matins. Nous sommes là pour votre plaisir. Le réseau routier guinéen, je le disais tantôt, est défectueux malgré donc les efforts de ces dernières années. Plusieurs localités de grande potentialité restent encore enclavées. Faute d'entretien, les voies qui se construisent au bout d'énormes sacrifices se dégradent rapidement. Au bout donc de questionner la qualité des travaux, dans ce numéro spécial, vous le savez, nous évoquerons le financement des infrastructures routières et la planification donc des travaux, des projets. Nous avons comme invité de parcours ce matin, vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs, Kerno Ousmane Ba. Il est ancien ministre du gouvernement de consensus en charge des travaux publics et de l'habitat. C'était donc en 2007, plus de 20 ans après, 19 ans après, voilà, c'est bien ça, on essaie de comprendre, 15 ans, 16 ans après. Allez, Jacques Liwalino, notre invité est dans ce studio ce matin avec nous. Alors, notre invité, donc, c'est Thierno Oumar Ba, qui a été ministre des Travaux publics et de l'Habitat dans le gouvernement qu'on a appelé gouvernement de consensus, dirigé donc par Lansana Kouyaté. Il est donc économiste de formation. Il est de la 3e promotion de l'université guinéenne, la promotion qu'on a appelée Che Guevara. Donc, si on doit retrouver ses camarades de promotion, c'est un certain Sima qui a dirigé plusieurs fois la Cour suprême de notre pays. Mais lui, a 28 ans déjà, il a été chef de cabinet au ministère de l'économie et des finances. En 1979, on va créer le ministère de l'Habitat où il va y travailler un moment. En 1986, il va quitter la Guinée pour aller à Nairobi où il va travailler pour Charter Afrique pendant au moins 19 ans. C'est seulement en 2004 qu'il revient au pays. Il reste un moment en 2007. Il fait partie des personnes, donc des cadres qui avaient été contactés directement par Lansana Kouyaté, puisqu'il y avait beaucoup de plateformes qui avaient proposé, notamment la société civile, mais également les politiques. Nous étions sortis d'une crise sociale. Lui, il fait partie du quota de ministres contactés directement par le Premier ministre Lansana Kouyaté pour ce qu'il a été au ministère de l'Habitat. Ensuite, en 2010, il va également appartenir au Conseil national de la transition où il va présider la commission économie et finances du CNT. Depuis donc la fin de la transition, il s'est un peu mis en retrait. Il milite dans la société civile et il a créé une fondation à la mémoire de sa fille qui est décédée donc en 2015. Et depuis ce moment, il milite un peu pour l'éducation des jeunes filles. Fondation que gère sa fille qui se trouve au Qatar. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, monsieur Leno, oui. Je vous salue. Oui. Je salue l'équipe. Oui. Bonjour. Bien connu de tout le monde. Oui. Alors, si vous voulez bien, avant d'aller aux travaux publics, parlez-nous de cette fondation. Votre fille, vous m'avez raconté un peu son histoire, qui a travaillé à l'ONU SIDA, et puis qui décède en 2015. Et depuis lors, vous êtes très touché par la question de la jeune fille. Vous vous lancez, vous, avec toute la famille, dans un combat pour aider les jeunes filles à accéder au savoir. Monsieur Leno, vous avez touché directement le sentiment qui m'anime aujourd'hui. S'il me faut rappeler cette fille qui s'appelle Kesso Ba, et qui est décédée en 2015 à Dakar. Elle travaillait pour l'ONU-SIDA. Tenez, elle travaillait aux côtés du ministre Pété. Ah, oui, ils ont travaillé ensemble. Ok. Pété a été d'un grand secours à cette époque, au moment où la famille avait besoin d'être soutenue. Ouais. Et en 2019, je vais ramasser tout cela, nous avons décidé de créer une fondation. Cette fondation, elle a porté le nom de « Elle ira à l'école ». Je regarde Mme Sow en face, je sais que c'est des sujets qui l'intéressent. Elle ira à l'école parce que simplement ma fille, qui est une de vos consoeurs, qui travaille à Doha, Al Jazeera, elle a parcouru le monde, elle a vu comment ça fonctionne ailleurs, elle s'est dit, papa, nous devons faire quelque chose pour les jeunes filles de Guinée. Et nous avons établi des critères. Les enfants doivent être soit orphelines ou de familles dont les parents sont complètement démunis, c'est le terme. Et nous avons identifié une cinquantaine de petites filles
que nous avons placés dans les écoles privées de Conakry. Et Saint-Georges, Farandole, etc. Et tous les mois, systématiquement, nous payons. La fondation paye la scolarité, le sandwich et le transport. Pour donner la chance à ces petites filles-là aussi d'aller un peu plus loin que les parents. Et nous le faisons de l'école primaire, de la maternelle même, jusqu'au lycée, pas à l'université. Et je vous avoue que quand nous nous retrouvons dans cette petite famille, maintenant dans cette grande famille, avec les parents de ces enfants, il y a un sentiment de bonheur. C'est ça le bonheur, c'est pas autre chose. Et ici, c'était ça le bonheur. J'ai envie de poser la question, évidemment. Bien évidemment. Allez-y. Les grandes gueules. De fondation humanitaire ou de parrainage, on parle de financement. Vous parlez tout à l'heure là de prise en charge. Oui. Comment la fondation récolte les fonds? Ah, une bonne question. Nous, ma fille, d'abord, il faut que je le dise, elle a atteint un niveau international où elle est ambassadrice du système des Nations Unies. Donc elle parcourt beaucoup de réunions, beaucoup de conférences internationales et elle, comme vous, elle partage des plateaux avec les ministres, les présidents pratiquement de tous les pays. Et de ce point de vue-là, elle se fait accompagner, quand elle raconte son histoire, elle se fait accompagner par ces personnalités-là le plus souvent. Et nous aussi, de notre côté, nous nous mobilisons au sein de ma grande famille, tout le monde se mobilise, nous ne faisons pas du bruit autour, mais nous pensons que c'est l'une des façons d'appliquer ce que j'appelle l'initiative citoyenne. Pour ma part, aider les enfants, aider les autres, c'est aussi une forme de contribution. Bien. On reviendra longuement là-dessus, si vous le souhaitez, en tout cas à la fin de l'émission, pour donner les contacts et tout ce qu'il y a par rapport à ce sujet, par rapport à cette ONG. Mohamed Ali, on démarre évidemment avec notre invité ce matin. Allez-y, madame. Allez. Petit bout qui n'a rien à voir avec pourquoi il est là, mais puisque vous avez parlé du ministre Pété, vous avez connu la personne, je le disais tout à l'heure, c'était un peu difficile en Guinée pour les cadres finalement à cette allure de venir travailler, de venir servir. J'espère, je croise les doigts et espère que ce qui a été dit ne sera pas le cas. On laisse la justice faire son travail. Quand vous avez appris cela autour de lui, la personne que vous avez connue, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que ça vous a... Quel sentiment vous avez aujourd'hui? Je puis dire simplement, c'est dommage. Je ne veux pas élaborer plus. Oui, mais c'est dommage. C'est dommage, monsieur le ministre. C'est vrai qu'on a l'impression que vous avez été abattu par cette nouvelle, comme tout autre Guinéen qui avait foi en ce ministre, qui a été une fois ici dans nos studios, très brillant d'ailleurs lors de son passage. C'est dommage. Je lis beaucoup de sentiments derrière, beaucoup d'expressions derrière. Une phrase seulement ne suffit pas, un mot ne suffit pas à exprimer, à répondre à la question de Mme Yoro. On comprend bien l'effet que ça fait. Les grandes gueules. Il faut quand même 2 ou 3 phrases sur l'homme. Je voudrais vous demander, oui. Et j'aime votre atmosphère, j'aime la façon dont vous conduisez vos débats. Je voudrais utiliser une des expressions qui vous fait souvent rire ici. Ramenez-nous dans la salle. On va vous ramener dans la salle, évidemment, juste après cette virgule du côté de la régie. Et les hostilités démarrent. Les travaux publics en question, on en parle ce matin chez le GG, sur Radio Espace, avec Mohamed Ali. Allez-y. Allez, vous allez appuyer le micro de l'autre côté, Mohamed Ali. Merci. Voilà. Monsieur le ministre, j'aimerais qu'on parle de votre programme de développement routier à votre époque, mais je souhaite d'abord qu'on rappelle le contexte dans lequel vous avez été nommé ministre, mais surtout le contexte général, le contexte dans lequel le gouvernement Kouyaté est arrivé au pouvoir. Vous, comment vous avez été nommé et surtout, comment vous avez trouvé la situation de le département à l'époque. Merci bien. C'est simple, hein. Tout le monde a suivi à l'époque. On peut dire que l'État était à terre, parce que c'était à la suite des événements de janvier-février 2007. Personne ne croyait plus à l'État. Il a fallu beaucoup de force, même extraordinaire, pour pouvoir remettre les choses sur les rails. Et c'est dans ce contexte-là que ce gouvernement est né, je crois au mois d'avril 2007. Et pour le mettre en place, le Premier ministre Kouyaté a pris du temps, plus d'un mois.
la Guinée a flotté pendant plus d'un mois sans un premier ministre, sans gouvernement. Finalement, il a obtenu ce qu'il souhaitait, un gouvernement resserré, très très resserré, 19 ministres et 3 secrétaires généraux. Donc le total 22. Et il a eu l'idée de créer des départements. Il a rassemblé les départements. Par exemple, celui que j'ai eu à diriger avait les TP et l'habitat. L'urbanisme, travaux publics et habitat. D'autres, l'éducation, il a tout regroupé. Bref, nous sommes venus dans ce contexte avec un objectif. D'abord, relancer la crédibilité de l'État guinéen. Il fallait que l'État se remette sur pied. Que vous, les citoyens, nous, les citoyens, que nous puissions encore croire à l'État. Accepter que l'État existe. C'était un défi pour nous. Et nous avons innové, il faut le dire, il faut oser le dire. Le séminaire de Bel Air, nous étions les premiers à créer un séminaire gouvernemental. Le fameux séminaire. Oui, nous sommes rendus à Bel Air, nous avons mis en place des programmes d'urgence par secteur. Nous parlerons du programme d'urgence de mon département plus tard, si c'est nécessaire. Bref, ce contexte nous a permis d'aller assez vite pour pouvoir recréer ce dont on a tous besoin, l'espoir. Les Guinéens se sont mis encore à rêver. Et ce qu'il faut, il faut que les gens puissent rêver, qu'ils puissent chaque matin se dire j'ai quelque chose à faire. Alors pour parler un peu de ce que nous avons appelé à l'époque, je me souviens de la conférence de Bel Air, où il y a eu toutes ces réformes prônées par M. Kouyaté-O. C'était un gouvernement aussi qui avait décidé à l'époque de réduire son train de vie. Je me rappelle que les ministres avaient droit à des bicoques, c'est même pas des petites voitures. C'est à l'époque où on a vu les petites Toyota, là, tu sais, les Toyota. Donc c'était un gouvernement qui avait décidé l'austérité. Est-ce que finalement, le résultat et l'attente, est-ce il y a un parallèle à l'époque à faire? Oui, bon, c'est à vous. L'attente était si grande, le résultat si peu, hein, l'attente était grande, certes, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais au même moment... Il y a eu beaucoup d'annonces aussi à l'époque. Hein. Il faut savoir que quand on est dans un contexte, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et il faut le maîtriser. Le résultat dont vous voulez parler, je n'ai pas envie de faire un bilan. Parce que je ne suis pas venu chez vous ici pour faire le bilan du gouvernement de Kouyaté. Non, mais c'est aussi l'occasion, monsieur le ministre. Non. Ça n'est pas la question, mon cher. C'est un expert qu'on a invité, c'est très important. Je veux dire, 2007-2023, ça fait très longtemps, mon cher ami. Roby, quand même. Voilà. Bien. On va répondre avec l'expression expert. Allez-y. On est très allergique à ça depuis hier. Allez-y, monsieur le ministre. Merci bien. Je disais donc, ne m'amenez pas, si vous voulez, à faire le bilan. Après 15 ans de passage à un gouvernement, il y a tellement de choses qui sont accumulées. Évidemment. Mais c'est le contexte en fait qui est important. C'est le contexte. Pour nous. Et je vais vous dire, retenir cela s'il vous plaît, c'est qu'il n'y a que le principe sacro-saint de la continuité de l'État qui importe. Évidemment. Je crois la question de Roby, ce n'est pas qu'on fasse le bilan de ce que vous avez été ou ce que c'est le contexte en fait. Oui, c'est le contexte. On veut juste vous l'avez dit tout savoir. à l'heure, l'État était à terre. Voilà, qu'est-ce que vous avez réussi et comment vous l'avez réussi. Déjà, en parlant de ce que nous avons réussi ou de ce que nous n'avons pas réussi, vous m'amenez à faire l'état des lieux et un bilan. Et je n'ai pas envie... Peut-être on le fait au niveau de votre département, à l'arrivée. Au niveau de mon département, on peut en parler. Qu'est-ce qui vous Voilà, allons-y alors directement. Lorsque vous êtes arrivé... Ne donnez pas l'impression à vos auditeurs que vous m'avez invité pour relancer les grandes gueules. Certaines politiques qui a existé à un moment. Non, pas du tout, monsieur le ministre. C'est juste savoir ce que vous avez réussi, comme on l'a dit. Parce que les défis, vous l'avez dit, les défis sont sempiternels, ça revient et tout le temps. Mais vous avez réussi quand même quelque chose. Comment vous l'avez réussi? Ça peut être une leçon pour d'autres. Est-ce qu'on peut parler justement Certainement, vous, les journalistes... Faites un effort. Vous avez oui, c'est bien quoi. Mais vous avez cette... Manie. Non, je ne veux pas vous insulter. Non, surtout pas. Parce que, voilà. Vous avez cette tendance à vouloir tirer ce qui n'existe pas. Je ne suis pas préparé à venir vous parler de ce que j'ai fait
ou de ce que mon gouvernement de l'époque a fait. C'est pas le gouvernement, monsieur le ministre. On parle des travaux publics ce matin, c'est très important. C'est notre thématique, hein, évidemment. C'est pas une question de dire que vous avez reçu ou vous n'avez pas réussi. En fait, c'est pas ce qui nous intéresse. Pour nous, c'est important, quand on regarde un petit peu le réseau routier guinéen aujourd'hui, de se questionner et de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le peuple a le droit de savoir. Qu'est-ce qui a changé à l'époque? Justement, parlons-en. Voilà, D'où sommes-nous partis? Le besoin a toujours été là. Allez-y, monsieur le ministre. Les grandes gueules. Parlons-en dans des termes assez simples, de manière à nous faire comprendre par les autres. D'abord, je disais tout à l'heure que c'est le principe sacro-saint de la continuité de l'État. Donc quand on vient, on trouve qu'il y a des projets, d'abord des programmes, et puis des projets qui sont en place. Il faut savoir détecter très rapidement où se trouvent les priorités. Et quand on trouve les priorités, il faut obéir à toutes les procédures qui existent pour pouvoir faire avancer un projet. Je veux que les populations comprennent qu'un projet n'est pas instantané. Il naît d'un cycle. C'est un cycle, un processus qui, dans les travaux publics, dure en moyenne 3 à 5 ans pour faire une route. Il faut que les populations comprennent cela. Quand vous prenez les études, d'abord la conception, ensuite les études, ensuite la mise en œuvre, ensuite la post-évaluation, il y a tout un cycle, c'est une vie. Je souhaiterais qu'on me dise que ce que j'ai trouvé en place, quels sont les programmes qui étaient en place à l'époque. Il y avait la fameuse route de la forêt. Sérédou, Massanta, Gekedou, Kissidougou. C'était un projet financé par le FED, le 9e FED. Je vous informe que l'enveloppe était déjà en place. L'appel d'offres avait été lancé. Le dépouillement avait été fait par mes prédécesseurs. Sur une enveloppe confidentielle de 60 millions d'euros, l'entreprise la moins disante était à 90 millions. Donc il y avait un écart de 30 millions à trouver. La responsable de l'Union européenne de l'époque, une Italienne, avait proposé qu'on attende le 10e FED pour lancer les travaux. Je me suis réservé sur cette question. Pourquoi? Parce que la pression que nous avons tous vécue était si forte sur cette route qu'il y avait même danger de rupture entre la forêt et le reste du pays. J'ai donc décidé, le gouvernement de Lansana Kouyaté a décidé de lancer les travaux en utilisant l'enveloppe existante et conduire les travaux au départ de Massanta vers Kissidougou. C'est ce qui a été fait et nous avons mis en place une entreprise française. Pourquoi? Parce que simplement l'Union européenne, il y a des conditions d'éligibilité pour les fonds de l'Union européenne. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui peut aller être décaissée au niveau de l'Union européenne. Bref, Satom a obtenu ce marché et du point de vue de la stratégie, nous avons décidé de les mettre à Massanta et leur donner la base vie de Massanta. Pourquoi? Parce qu'il y avait 8 points noirs entre Massanta et Kissidougou où les camions s'enlisaient des semaines. Les grandes gueules. Pour pouvoir réduire ce trafic-là, cette difficulté-là, nous avons mis en demeure l'entreprise de s'installer plutôt à Massanta pour les amener eux-mêmes avec leurs camions, avec leurs équipements, de réduire ces 8 points noirs. Parce que si on les laissait s'installer à Kissidougou, le temps d'arriver à Massanta serait encore plus grand. Donc c'est cette décision qui avait été prise et elle nous a permis de faire avancer les travaux jusqu'à présent en construction. Et vous voyez, il y a un gap. Ouais.
il y a un gap sur ce tronçon-là. Ouais. Entre Massanta, Gekedou et Kissoudou. C'est notamment entre Gekedou et Si vous Kissoudou. voulez, ça reste totalement à Gekedou finalement. Voilà. Donc, 18 km, je crois. 18 km. un peu plus de 18 Un peu plus, ouais. Un peu plus. Ouais. Mais ce qui demeure vrai, c'est Ouais. que le gouvernement de l'époque, notre gouvernement, donc l'État guinéen, s'était engagé à trouver le financement pour combler ce... En clair, ces travaux qui ont été faits sous Alpha Condé et qui ont continué, je crois aussi sous le colonel Doumbouya, vous nous dites ce matin, on a démarré depuis votre époque. Bien sûr. Je le comprends. Et vous dites que... Même les travaux. Oui, les travaux. Oui. Les Et vous travaux. dites que grandes votre gueules. gouvernement s'est engagé à trouver le reste du financement. Est-ce que vous y étiez parvenu? Non, malheureusement, nous ne sommes pas parvenus. D'abord, il faut tenir compte du fait que, j'insiste sur cet aspect encore, au nom de la continuité de l'État, je ne sais pas ce qui s'est passé après mon départ. Donc, nous n'avons fait que 15 mois. Il faut retenir cela. Nous n'avons fait que le gouvernement de Lansana Kouyaté n'a duré que 15 mois. Sur la question des qualités des travaux, monsieur le ministre, puisque vous parlez d'une époque quand même... Parce que D'accord. on est en train de parler, les 60 millions avaient été utilisés jusqu'à quelle proportion? Au moment où je quittais, est-ce que j'ai encore souvenir? Ce que je sais, c'est que les travaux avaient été démarrés, le marché a été signé, les travaux ont commencé, et c'est Zatopé. Satom. Non, pas Satom. Satom, on a amené Satom. Zagopé. Les Brésiliens. Brésiliens, ouais, Zagopé. Brésilien, Oui. Jacobé. C'est Jacobé qu'on a mis sur le chantier. Pourquoi? Parce que Jacobé n'était pas éligible au fonds de l'Union européenne. C'est Satom qui était éligible. Donc on a amené Satom à être en partenariat momentané, en joint venture momentanée avec Jacobé. Parce que nous voulions la qualité des travaux de Jacobé. Parce que c'est Jacobé qui a fait la route Le Prince. Le Bellevue là. Alors l'incompréhension, monsieur le ministre, c'est que Soja Satom, donc et Zagopé qui sont engagés sur les travaux. Je crois que sous Alpha, Soja Satom a encore travaillé de Kissidougou jusqu'à Kailaou, donc à l'entrée de Gekedou. Est-ce que vous, dans votre planification, c'était tout le tronçon qui revenait à Soja? Parce que j'ai pu comprendre que les 18 km ont été attribués à une autre entreprise, qui d'ailleurs est partie, puisque c'est les Tunisiens qui devraient y travailler avec Guy Copresse. Est-ce que ce n'était pas votre planification de départ? Et comment on peut expliquer qu'un projet qui a été confié à une entreprise peut, en tout cas, une proportion peut lui être retirée pour être donnée à quelqu'un d'autre? Les grandes Je gueules. n'ai pas suivi particulièrement cet aspect dont vous parlez, parce que j'avais déjà quitté. Ce qui est sûr, c'est que le marché qui avait été signé portait sur l'utilisation totale des 60 millions. Ça au moins, c'est clair. Ouais. Maintenant, quant à dire que dans le processus, dans l'avancement, Ouais. ceux qui sont venus après nous ont constaté que l'autre ne faisait pas bien le travail, ou pour une raison ou pour une autre, ils ont décidé de faire replier cette entreprise en faveur d'une autre. Ouais. Alors, on va essayer de parler de financement, hein, parce que c'est très important. Beaucoup de choses se disent, hein, en ce qui concerne évidemment, surtout hein, ces routes de l'intérieur du pays. Le cas Ebomaf, on l'a évoqué ici plusieurs fois. À votre époque, comment ça se passait? Comment vous mobilisez les fonds? Vous dites, vous venez, un État à terre, carrément, rien ne se passe. Comment vous faites en ce moment-là pour essayer de mobiliser les fonds? Bonne question également. Il faut savoir que tout se joue en tandem. Les départements sectoriels techniques, tels que les travaux publics, n'ont pas l'initiative du financement. C'est le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et des Finances qui a l'initiative des financements. Donc, la charge qui revient au département technique sectoriel, c'est de préparer les dossiers techniques pour amener un bailleur de fonds à s'intéresser à la question. Mais la conduite de la recherche de financement se fait au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. C'est pour ça que vous voyez tout le temps le ministre de l'Économie et des Finances tourner dans les fonds cohésiens, fonds saoudiens, fonds d'Abu Dhabi, etc. C'est pour présenter, soumettre les projets ficelés par les départements techniques. Naturellement, il va souvent avec les techniciens pour le volet technique. Parce que dans un projet, il y a toujours les deux volets que vous connaissez, le volet financier et le volet technique. Donc,
La recherche de financement se fait au niveau gouvernemental. Ce n'est pas un ministre des Travaux publics qui va vous dire « Moi, j'ai été chercher un financement ». Il peut arriver par astuce. Parce que la coopération aussi joue, hein, ministère de la coopération, vous le savez. Je le dis. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. C'est surtout, du point de vue formel, l'ordinateur national qui a la charge de contacter et à notre époque, de contacter et de trouver les financements au niveau des institutions. Qu'est-ce qui peut amener un bailleur à s'intéresser à un projet que vous lui soumettez? C'est l'étude. Si l'étude est bien faite, si elle est bien conçue, il y a beaucoup de paramètres pour faire accepter une route, le projet d'une route. Les paramètres portent par exemple sur l'impact environnemental. Les bailleurs de fonds tiennent beaucoup à savoir pourquoi la route là va passer par là. Pourquoi pas par ici. Ils doivent s'assurer que, par exemple, les populations touchées par la route, déguerpies donc par la route, doivent être indemnisées. Ils tiennent beaucoup à cet aspect. Bien. Vous ne pouvez pas faire avancer un dossier à leur niveau. Et souvent, en matière de déguerpissement, ils te diront déguerpis, mais c'est le gouvernement, c'est l'État guinéen qui prend en charge le coût de Sur cette question, les bailleurs, notamment la Banque mondiale, entre autres, qui accompagnent le BND, le budget national de développement, mais quand on prend pour les voiries, par exemple, de Conakry, il y a à maints endroits, quand on s'y retrouve, ce n'est pas le gouvernement, mais ce sont les partenaires, notamment Enabel, Enabel qui se retrouve sur certaines voiries dans la capitale. Comment, à votre époque, ou en tant que d'ailleurs acteur du secteur, comment tout cela se rend possible qu'il y ait des bailleurs qui nous accompagnent d'un côté et le BND s'occupe d'autres? Bon, c'est simple, hein, parce que tout à l'heure, M. Guirassy parlait de coopération. Dans un volet de coopération, dans un projet de coopération, il y a beaucoup de volets. Mais l'essentiel, c'est la cohérence. La répartition, par exemple, des réseaux dont vous parlez. Pour l'histoire, hein, retenez que jusqu'en 2006-2007, nous n'étions pas orientés vers l'assainissement ou les voiries urbaines. Vous vous souvenez très bien, même si vous étiez presque tous jeunes, mais vous vous souvenez très bien que vraiment les centres-villes, y compris Conakry, étaient en décrépitude. C'était en très mauvais état. Les grandes gueules. Il a fallu donc une initiative gouvernementale pour décider de s'occuper des voiries urbaines. Pourquoi? Parce que la Banque mondiale, jusqu'en 1986, s'occupait effectivement des voiries et de l'assainissement, ce qu'ils appellent globalement l'urbanisation. En décembre 1986, nous avons été à Washington, où une conférence a été tenue pour dire que la Banque mondiale se retirait de la gestion ou du développement urbain. N'est-ce pas? Et sur cette base, tous les gouvernements qui n'ont pas réagi assez vite ont vu le résultat sur le terrain, complètement dégradé. Il a fallu donc très rapidement, pour la Guinée, en ce qui concerne la Guinée, de mettre en place un programme de réhabilitation des voiries. On avait commencé par Kinya, ensuite Conakry, et notre gouvernement avait décidé de l'étendre sur Kankan, Zérékouré, Labé et plus tard Mamou. Tout ça, c'est de la programmation. C'était dans la programmation. Sur le BND? Sur le BND. Sur le BND. Parce que c'est intéressant de dire à vos auditeurs qu'il y a eu des décisions dans l'histoire qui se répercutent jusqu'à présent et peut-être que vous ne pourrez pas savoir pourquoi cela nous arrive maintenant. Prenez le cas de ces voiries dont on parle. Quand la Banque mondiale, dans son élan d'aider les pays en développement, a décidé, et dans le cadre de son programme d'ajustement structurel, que les États africains se désengagent des travaux publics et qu'ils cèdent les équipements des travaux publics
à des citoyens et que l'État soit là uniquement pour superviser, pour planifier. Ils n'ont pas intégré un facteur de chez nous. C'est que nous sortions d'un système socialiste où l'État était le plus fort. L'État faisait tout. C'était central. Et on dit comme ça, bon, on va créer des PME. Le Guinéen n'était pas préparé à l'initiative privée. Il n'était pas préparé. Et on dit, créons des PME. Créer des PME, cela a consisté en quoi? Bon, allez, prenez un agrément, et vous voyez tout le monde se promener avec des agréments dans les poches, bon, venir voir dans les cabinets ministériels, en particulier au TP. Bon, moi j'ai une grande gueule. Aidez-moi à faire le fauchage. Je vois. D'où à chaque fois d'ailleurs. Mbori Solo est frère. Bon, laissez-moi terminer. Allez-y. Voilà que, en arrivant là-bas, nous constatons sur 200 et quelques PME, si vous prenez les critères d'évaluation d'une PME de travaux publics, il y avait à peine une vingtaine qui remplissaient les conditions. Ouais. Et pourquoi? Parce que la Banque mondiale avait mis une ligne de crédit au niveau de la Banque centrale. D'accord. Et l'éligibilité à cette ligne de crédit, ouais. Il y avait que la PME doit être ceci, avoir tel grade, avoir tel espace financier, espace physique, ensuite de l'argent, de capital et tout. Aucune de nos PME ne l'avait pratiquement. Ouais. Donc, finalement, je me rappelle, et ça je vous le dire sous forme d'anecdote, un arbre qui tombe entre Massanta et Gekedo, de travers la route. Le directeur des travaux publics de Massanta ou de Gekedo, selon la position de l'arbre, appelle le cabinet. Les grandes gueules. Un arbre est de travers sur la route. Ouais. Le cabinet appelle le fonds d'entretien routier. Ok. Le fonds d'entretien routier doit envoyer une mission pour aller constater comment l'arbre est cassé, comment l'arbre est posé, comment l'arbre est de travers sur la route. Et revenir, faire un appel d'offres ou une consultation contraire. Voilà. Donc, juste pour vous dire, un schéma vraiment grandiose, qu'il y a eu des ratés énormes de cette façon-là. D'accord. Parce qu'on ne pouvait pas faire avancer un pays de cette façon. Et là, vous permettez que je fasse une proposition. Allez-y. Concrète. Ce qu'on va faire, la proposition concrète, vous allez le faire juste après la pause, évidemment. C'est ça aussi la radio. On reviendra dans un instant, mesdames et messieurs, avec notre invité ce matin, mesdames et messieurs, qui n'est autre que monsieur Kerno Ousmane Ba, ancien ministre de TP. Lui, c'est un vrai expert. On revient à 11h. Le routier, on en parle ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. Le réseau routier guinéen donc est défectueux malgré les efforts de ces dernières années. Plusieurs localités de grande potentialité restent encore enclavées. Faute d'entretien, les voies qui se construisent au bout d'énormes sacrifices se dégradent rapidement, au point donc de questionner la qualité des travaux. Dans ce numéro spécial de GG, nous évoquerons évidemment, vous le savez, le financement des infrastructures routières et puis la planification des projets. Nous en parlons ce matin avec notre invité qui n'est autre que Kerno Oumar Ba, ancien ministre des TP. Il est avec nous ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Avant de continuer, évidemment, très nombreux d'ailleurs à réagir, Aïssa Sané nous a rejoint pour vos propos, vos réactions. Ma grande Sané, bonjour. Bonjour Lamine et rebonjour à tous. Alors, quelques messages pour ce deuxième passage. Nous avons celui-ci qui dit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules et bonjour à tous mes parents de l'Émiro. Monsieur Guirassi, la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et la gabegie financière est une bonne chose dans tout état sérieux, mais malheureusement en Guinée, cela se fait dans la plus grande sélectivité. On condamne des présumés et on laisse des coupables avérés. Monsieur Abdul Wahabi Bari, qui est l'auteur de ce message. Bonjour les Grandes Gueules, nous avons vraiment du mal à vous suivre à Kobaya, Lambani, etc. Il n'y a pas de signal de la radio, c'est Abba Ono, l'enfant de Tokpata, qui nous envoie ce message. Bonjour Adafo Média. Les GG Adafo Média est inébranlable, la RPT est tombée plus bas.
nous dit cet autre message. Bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules, c'est Diallo depuis Kindia. La Guinée est victime de ces cadres véreux et qui font semblant d'exécuter des mauvaises politiques en matière d'infrastructure. Que le bon Dieu nous protège. Bonjour les Grandes Gueules, c'est Djibril Souma de Koya Wonkifon. La question, donc, on va enchaîner la phase des questions adressées à notre invité. La question nous dit ceci. Quelle est votre appréciation donc sur l'état routier actuel de la Guinée, mais aussi sur l'économie guinéenne? Vous pouvez y répondre directement. On va aller au fur et à mesure. Donc, on revient là-dessus. Quelle est votre appréciation sur l'état routier actuel de la Guinée? L'état actuel du réseau guinéen est progressif. Il faut retenir que du point de vue pragmatisme, il faut l'avouer, il y a eu énormément d'actions prises ces derniers temps. En matière, par exemple, de désenclavement des quartiers urbains, ça a été vite fait. Même si on pense que ça a été programmé depuis tant d'années, d'accord, mais l'action proprement dite a été faite maintenant. Et je soupçonne que l'origine de cette avancée-là, c'est dans la capacité d'accélérer les décaissements. Parce que toutes les œuvres-là, toutes ces actions-là découlent de la capacité de faire décaisser comment on appelle ça, le coût au niveau des entreprises. D'accord. Alors l'autre question, une double question, on va le dire comme ça, voudrais savoir, étant un ancien ministre des Travaux publics et fils de Dalaba, que pensez-vous de l'état actuel de la route Mamoun, précisément Mamoun-Dalaba, spécifiquement? Spécifiquement Mamoun-Dalaba, probablement, je peux même dire certainement, c'est programmé. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'on abandonne à partir du carrefour de Mamoun la tranche gauche qui consiste à faire Dalaba, Pita, Labé et au-delà, c'est 150 km qui font Mamoun, Labé, mais c'est un programme de réhabilitation. D'accord. C'est pour cela que tout à l'heure, dans mes propositions, je ferai une proposition là-dessus. Exact, c'est bien cela, la Guinée d'après, c'est très important. Allez-y, Sani. Alors, l'autre facette de cette même, de la préoccupation de l'auteur de cette même question, nous voudrions savoir si, en cas d'élection à la mairie de Dalaba, est-ce que vous serez candidat? Non. Voilà. Ça ne vous intéresse pas? Non. Voilà. Au moins, c'est clair. C'est très clair, je suis porté vers l'humanitaire. D'accord. Oui, j'ai dit que j'opte pour l'initiative citoyenne. Et dans la base, c'est que je suis engagé dans les actions citoyennes. Parce que j'ai déjà réalisé un certain nombre de projets à Dalaba. D'accord. Dans des forages. D'accord. Donc, c'est tout, Lamine, comme question. Ouais. Je pense qu'il y avait une autre question que je t'ai transférée par WhatsApp. Voilà, je ne sais pas trop. Voilà. C'est plutôt une suggestion ou je ne sais pas. C'est juste un commentaire qui dit apparemment tous les ministres du gouvernement consensus de l'ancien Kouyaté sont bons, ce qui veut dire que Kouyaté est un bon cadre. Exact. C'est Sékou le baron qui nous envoie ce message. Ah, c'est un Kouyatitiste. Un Kouyatitiste. Voilà, c'est ça. Allez-y. Merci. Bon, Lamine. Voilà. Allez, quelques messages? Non, c'est fini. Bon, j'ai pas eu le temps de scruter tout ça. Tu vas revenir évidemment dans un instant. Mesdames et messieurs, le débat continue avec notre invité de parcours dans cette émission ce matin, les Grandes Gueules, pour votre plaisir. Merci à vous tous qui nous regardez à la télévision, qui nous suivez également aussi à la radio sur Suite FM Guinée, entre autres en 99.1 ici à Conakry. Vous retrouvez d'ailleurs l'intégralité de l'émission tous les soirs à partir de 18h. Si vous souhaitez en tout cas interagir, c'est maintenant qu'il faut le faire, avec plaisir. Aïcha Toussané va revenir un peu plus tard, pourquoi pas, pour le mur de jour. Et puis téléchargez aussi notre application. Vous avez toutes nos radios en une seule application, toutes nos radios et toutes nos télés. Dans un instant, le débat continue avec notre invité. Moins de 2500 km de routes nationales bitumées pour un réseau long de plus de 43 000 km. Les fonds alloués à l'entretien routier sont insuffisants, alors que plusieurs axes vitaux sont dans un état critique. Qu'en est-il aujourd'hui ? En dépit de tous les efforts considérables consentis, l'état global du réseau routier national reste précaire.
Toute cette semaine, les GG font le point avec les spécialistes en studio et sur le terrain. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Et comme vous le savez, le meilleur, c'est nous. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez. Évidemment, le débat continue avec notre invité ce matin, qui n'est autre que Kerno Oumar Ba, ancien ministre des Travaux publics, gouvernement de consensus de 2007. Voilà, il faut le rappeler. On essaie de revenir longuement, évidemment, mon cher Mohamed Ali, avec notre invité, qui avait d'ailleurs la parole et qui avait des propositions à faire. J'aurais souhaité qu'il fasse à la fin de l'émission, parce qu'on a une rubrique qu'on appelle la Guinée d'après. C'est très important. Voilà. Les propositions. Moi, je voulais savoir, monsieur le ministre, on vous a écouté, on vous sent assez précis sur un certain nombre de choses et quelqu'un surtout qui maîtrise ce que vous êtes en train de dire. Mais je voudrais savoir à l'époque, quels sont les moyens, vu le contexte, quels sont les moyens dont vous disposiez pour arriver justement à implémenter votre programme? Ouais, c'est important, le temps pour Roby de s'installer, mon cher Mohamed. Tu parles de programme, je pense que c'est important de revenir longuement là-dessus parce qu'on ne comprend pas en ce qui concerne les financements. Je posais la question plutôt à monsieur le ministre. On a comme l'impression qu'on voit une route qui est dégradée et puis on se réveille, on se lance. Ouais. Comme s'il n'y a pas de programme. Exact. Et comme il l'a dit, l'État c'est la continuité. Ouais, est-ce qu'à leur époque ils avaient trouvé un programme justement qui était sur place et quel était ce et en même temps, pour compléter la question, est-ce qu'en 18 mois on pouvait attendre un résultat concret de vous à l'époque en fait? En 15 mois. En 15 mois. Voilà, 15 mois. C'est pas 18 mois. Voilà. 15 mois, c'est plus qu'une année, Ruby. Oui, mais dans 15 mois, c'est déjà beaucoup. Il y a 3 mois dessus. J'aime bien votre atmosphère. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Dieu merci. C'est beaucoup pour un gouvernement, pour beaucoup faire. Ruby, tu n'es pas ministre pour l'instant. Allez-y, monsieur le ministre. En des termes simples, retenez que, premièrement, les programmes, les financements, disons, parce que c'est la question qui vous intéresse, sont, dis-je, ficelés bien avant l'installation d'un ministre des Travaux publics. Le ministère de la Coopération, le ministère des Finances ont ce boulot. Et quand nous arrivions, qu'est-ce qu'il y avait sur la table? C'était donc le financement de l'Union européenne, d'un côté, et de l'autre, nous avions le corridor du Nord. Ce que j'appelle le corridor, c'est l'Abbé Madina Gounass. Et là, il y avait un financement du fonds d'Abu Dhabi, fonds cohésien, fonds saoudien, etc. Et là encore, figurez-vous, dans le même cas que du côté de la forêt, il y a eu un gap. Ouais. Ce gap est né du déficit d'engagement du fonds d'Abu Dhabi. Au premier tour, ils s'étaient engagés pour 15 millions de dollars. Finalement, ils ont mis dans la cagnotte 5 millions. Ouais. Donc il y avait encore un gap de 10 millions à trouver. Et le même process a continué. Au lieu d'attendre qu'on trouve ces 10 millions-là, j'ai osé, je dis bien j'ai osé, parce que j'avais l'appui de mon Premier ministre, nous avons lancé les travaux. D'accord. Nous avons fait les lots 1, 2 et 3. Donc il y a 2 lots qui n'ont pas été faits qui n'ont pas été lancés à notre présence. C'est par nos successeurs qui ont été lancés. Toujours est-il dit que ce corridor, son importance, c'était d'abord du point de vue de la CEDEAO, ça relançait le corridor Conakry-Dakar, en passant par la baie. Et l'avantage de cette route, c'est l'ouverture de la Guinée vers le nord. Et vous vous rendrez compte, après 5-10 ans, maintenant que la route est praticable, il n'y a que ces fameux encore 15 ou 20 kilomètres qui ne sont pas faits et qui découlent du fait que le financement n'a pas été mis en place. C'est tout. Ouais. Alors, parlons allez-y. Je disais que, pour terminer sur ce programme-là, la Banque africaine de développement a financé 115 kilomètres de Koundara à Bohénoun. Madina Gounass, c'est à la frontière du Sénégal. Et les équipements de la ville de Koundara. Quand je dis équipements, comprenez voirie, etc. Ce qu'on appelle les équipements. Bon. Quelque part, ces marchés ont été signés, 2 en ma présence,
d'autres après moi, mais la route existe. Aujourd'hui, elle est fonctionnelle. Opérationnelle toujours. À l'époque, il est très important que Monsieur le ministre puisse répondre à cette question qui taraude beaucoup dans l'esprit des citoyens. 1 kilomètre de route à l'époque coûtait combien? Pratiquement, il faut le chercher à l'époque, autour de toujours du million. Du million de dollars, million 500. Oui. Mais il faut savoir que la construction... Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Voilà. Il faut savoir que la construction de la route dépend de beaucoup de facteurs, du type de sol, etc. Oui. Bon. Et le coût dépend de l'étude. Qu'est-ce que l'étude en sort? C'est ce qui permet de déterminer un coût. Alors, ce qui m'amène à poser ma seconde question sur la qualité des travaux, c'est très important. On a l'impression que c'est un sempiternel problème qui ne finit jamais en Guinée. Permettez-moi cette figure de style. Pourquoi nos routes meurent vite? Bon, je vais m'aventurer parce que je suis pas. C'est bien l'aventure, hein, monsieur le ministre. Je suis pas un ingénieur. On y découvre beaucoup de choses. Je suis pas un ingénieur. Oui, mais vous avez été ministre des Travaux publics. D'accord, je suis à mesure de connaissance de la durée de vie d'une route. D'accord, monsieur, je vous comprends. Vous avez fait des routes, elles sont mortes. Les grandes gueules. Nos routes meurent vite. Désolé. Toutes les routes ne meurent pas de la même manière et c'est pas juste. C'est quoi la durée de vie d'une route? Voilà, parce qu'il y a une route de 30 ans, il y a une route de 20 ans, il y a une route de 10 ans, selon ce que vous mettez. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que là où il y a eu déficit chez nous, c'est que nous n'avons pas créé des bureaux de contrôle. Les ingénieurs guinéens ne se sont pas préoccupés, ne se sont pas intéressés à créer des cabinets de contrôle. Ok. Les travaux en Guinée ont été largement contrôlés par des cabinets extérieurs, en particulier maliens, burkinabés, etc. Justement. Mais c'est fait à dessein, monsieur le ministre. À votre époque, comment vous faisiez? Oui, ce qu'on pouvait faire et dire, c'est qu'il faut encourager les Guinéens d'abord, les ingénieurs guinéens. Je comprends très bien. À créer leur propre structure. Parce que on sait très bien comment ça se passe aussi. Il faut avoir des influences ou peut-être des mains noires à dire, monsieur le ministre. Je vous raconte une anecdote. Allez-y. J'aime bien les anecdotes. Ça vous permet de mieux comprendre. Quand nous avons constaté que les Guinéens ne sont pas portés sur les PME, j'ai approché des opérateurs économiques guinéens. Leur dire, écoutez, nous avons besoin d'avoir des nationaux pour faire l'entretien routier. Créer les brigades d'entretien et nous nous engagerons à vous donner les marchés c'est-à-dire vous donner la préférence par rapport aux sociétés. Même s'ils n'ont pas d'expérience? J'en viens, monsieur. Les grandes gueules. Pour avoir l'expérience, il faut bien s'entourer de techniciens. Je ne dis pas à un opérateur économique d'être l'ingénieur. Ce que je lui demande, c'est d'être le patron. Et à lui de décaisser le porteur du projet. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on m'a répondu? Non. Donnez-nous d'abord les marchés, ensuite nous allons créer les PME. Bon. Vous comprenez? Donc, comme pour dire que ce que vous me demandez, pourquoi on donne le contrôle, par exemple, aux sociétés extérieures, aux sociétés étrangères, parce que c'est celles-là qui, du point de vue de la loi, remplissent certaines conditions. Oui, mais les grandes gueules. Cela ne dispense pas du soudoiement, ce qui fait que la qualité des travaux laisse à désirer. Justement, par rapport à... Je ne veux pas minimiser. Quand les missions de contrôle sont prises en charge par l'entreprise, comment voulez-vous qu'ils fassent le contrôle? Voilà. Je vous le concède. Absolument. Je vous le concède. Il nous concède, mais ça serait bien quand même de s'exprimer là-dessus. Un moment, vous êtes le ministre quand même, vous êtes le patron. Vous pouvez, à ne pas valider, j'en sais rien du tout. Si vous dites vous concédez, ça veut dire que vous êtes passif. Non, pas que je sois passif. Il y a tellement d'anecdotes à vous raconter. Allez-y, on aime ici. Prenez le cas de cette route. De quelle route? Celle de l'autoroute Fidel Castro. Pont 8 novembre. Qui a la plus grande longévité en termes de route en Guinée. Celle-là, il y avait, par exemple, le marché, le 5e, je crois le 4e lot ou le 5e lot, j'ai oublié. Vous avez vu les murs de soutènement qui sont au niveau de Dabondi là. On nous a demandé à l'époque, puisque la route est faite, décaisser, obtenez une réception provisoire et nous ferons le reste après.
certains, je ne nomme personne, ont voulu que l'on procède de la sorte. On a eu un blocage pendant 1 ou 2 mois sans travaux. Pourquoi? Parce que j'ai dit, je ne ferai pas de réception provisoire tant que les 2 soutènements là ne sont pas faits. Qui avait demandé ça? Le Premier ministre? C'est important, monsieur le ministre. Mais non, c'est pas qui c'est pas. Monsieur le ministre. Mais non, vous n'allez pas faire ça quand même. Je ne vous le dirai pas. Mais non, mais attendez. Je vous le dirai pas. Bah, ça, ok. C'est mon droit. Bah, c'est votre droit le plus absolu, mais bon, je pense quand même que le peuple a le droit de savoir, monsieur le ministre. Je pense que le peuple a le droit de savoir. Quand il dit on a donné l'autorisation, c'est pas Lansana Conté à l'époque qui donnait l'autorisation. Non. Voilà, si c'est pas Lansana Conté, c'est le Premier ministre. Et à l'époque, c'était Lansana Kouyaté. Non plus. C'est pas Lansana Kouyaté. Oui, mais à l'époque. Alors qui c'était? À l'époque, qui peut parler de réception provisoire si ce n'est le Premier ministre, monsieur le ministre? Il dit que c'est pas lui. Je vous dis, c'est pas lui. Alors c'est qui? C'est pas lui. Oui, Ce dont je vous parle se trouve à l'intérieur. À l'intérieur du ministère. Ah, ok, de votre ministère. Votre secrétaire général à l'époque? Je refuse. Oh ben voilà. C'est fait. Je refuse. Non mais je sais que... Non, le CD. Là c'est la totale. Allez-y Moussaïro. Voilà. Quand c'est chaud, les femmes vont mettre un peu d'eau. Allez-y madame. En parlant des entreprises locales, justement, dernièrement, on a constaté que beaucoup ont été créées. Justement, on leur confie des tâches, mais après, à mi-exécution, je veux dire, le travail n'est pas fini. Et généralement, mais on suppose que c'est fini parce que ça s'est arrêté. On parle de l'État en tant que mauvais payeur. Généralement, on accuse l'État d'avoir dit à des entreprises de préfinancer des travaux et puis par la suite, ces entreprises ne sont pas payées. Est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience pendant que vous étiez là? Je l'ai évité soigneusement. Parce qu'il ne faut jamais engager une entreprise quand vous n'êtes pas sûr de payer. Le micro, rapprochez-vous. Il ne faut jamais engager une entreprise sans être sûr de l'aboutissement. Soit vous négociez, vous êtes sûr qu'elle accepte de faire les travaux et dans les conditions sur lesquelles vous êtes tombé d'accord, ou alors vous n'êtes pas en mesure de décaisser, attendez. Parce qu'il ne faut pas créer de conflits. L'État est malheureusement, on le taxe de toutes sortes de mal. C'est vrai, c'est le plus large, c'est le plus grand. Ouais. Donc il faut bien qu'il supporte. Évidemment. Mais si l'on communiquait au quotidien ce que chaque ministre ou chaque département prenait comme décision pour impacter la vie de la société, vous allez saluer la plupart d'entre eux. Ouais. Kerno Oumar Ba, ancien ministre des TP du gouvernement Kouyaté, est notre invité ce matin. Parlons de cet autre sujet, le plan de transport en 2002, monsieur le ministre. Ça nous intéresse évidemment parce qu'on parle du réseau routier. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus par comment c'était financé? Je parle des bailleurs de fonds, entre autres. Oui, c'est un point très intéressant parce que ce document, c'est un document qui a été élaboré dans les années 2002, effectivement, et qui se trouve au TP. Ok. La programmation était faite sur 20 ans. Ouais. Donc, ça devait finir dans les années 2022, là. Et dans cette programmation, vous aviez le maillage du territoire national en termes de réseau routier. Et il y avait, si vous voulez, vous pouvez imaginer la carte de la Guinée et voir 4 verticales, du nord au sud, sur la côte. Au milieu, vous avez, par exemple, Kankan-Kissidougou. À l'est de la Guinée, vous avez le long corridor Kirouanik, Beila, Zérékoré. Ça, c'est du point de vue de la verticabilité. Maintenant, du point de vue des dorsales, il y a 2 dorsales, principalement. Celle qui fait, donc la une là, on va la commencer à Mamou, qui fait l'arc jusqu'à Zérékoré. Donc Farana, Kissidougou, Gekedou, Massanta, Sérédou, Massanta, Sérédou. Les grandes gueules. Si vous voulez développer un peu, vous allez à Lola ou à Youm. Seconde dorsale, un peu plus au nord. C'est celle-là qui fait défaut actuellement. Et il faut en faire une priorité. C'est celle qui fait Tougué, Denguiraï, frontière avec le Mali. Si nous réussissons à mailler le pays en première phase, je dis bien ça, c'est une première phase, vous allez réduire
les casiers. Les casiers. Parce que l'objectif de tout le réseau, c'est de drainer les produits agricoles, en particulier, et le trafic. Ouais. Donc il faut réduire les distances entre... La vitalité de l'économie. Elle repose essentiellement sur ce réseau-là. Donc ma vision en la matière, c'est que ce document doit être, si vous voulez, la bréviaire de tous les ministres qui se succèdent dans ce département. Bien. Personne ne peut terminer le programme, mais que chacun vienne mettre sa pierre sur l'autre, pas à côté de l'autre pierre. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que j'aime que l'on construise, et la construction repose sur la verticalité. Bien. Une pierre sur l'autre, pas une pierre à côté de l'autre. Ce document dont vous parlez, avez-vous eu l'impression qu'il a été utilisé après vous? Certainement. C'est toujours au TP, hein, il l'a dit. Oui, justement, il suit l'actualité, il suit la réalisation. D'accord, ok, je comprends. L'exécution. Les successeurs se sont inspirés. Est-ce que vous retrouvez... Effectivement, parce que quand vous prenez cette route nationale, elle découle de cela. Oui, donc tout le monde suit. Parce qu'on a vu le PNDS aussi qui est venu et qui avait ses priorités. Moi, je le disais une fois. Quand il dit de la route, là, vous parlez de Koya Mahmoud Abola. Oui, Koya Mahmoud Abola fait partie de ce réseau dont je parlais. Oui, parce que cette voie, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour. Notamment d'abord la largeur. Ce n'est pas très grand. Et puis déjà, ça se dégrade par endroit. Qu'est-ce qui, à votre avis, n'a pas marché? 2 fois 2 voies, oui. Tout ça, je mets ça au compte du déficit d'études. Si ce n'est pas bien étudié, la route pose problème. Alors, monsieur le ministre, je sais que vous êtes économiste de formation, mais vous avez été ministre des TP, donc vous avez écouté les spécialistes. J'aimerais poser une petite question avant de poser la grande maintenant. C'est savoir combien de temps espériez-vous, minimum, rester à la tête de ce département pour pouvoir présenter un résultat fiable? Est-ce que les 15 mois c'était déjà suffisant, ou bien vous espériez, quand vous veniez au gouvernement, vous espériez rester au moins 3 ans. 3 ans. Un cycle de 3 ans, c'est largement suffisant pour présenter le bilan. Quelles sont les astuces ou qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir un réseau routier d'expérience, en fait? Une très bonne question. Parce que les voiries, c'est au quotidien. Il ne sert à rien de dire l'entretien une fois par 6 mois ou une fois par an. Non, c'est pas comme ça. C'est comme si, pour assainir votre logement, vous dites, bon, j'ai balayé hier, j'attendrai demain pour balayer. C'est pas comme ça. Ça ne se doit pas comme ça. C'est au quotidien. Il faut remettre en place, et ça fait partie de mes propositions, il faut remettre en place... Ça serait la Guinée d'après. Monsieur, vous allez faire ces recommandations un peu plus tard. Voilà. Alors, laissez-moi aller sur je sais que peut-être vous n'allez pas répondre, mais je vais quand même tenter le coup. Vous savez, il y a quand même une remarque que nous avons eu à faire, c'est surtout sur l'entretien des voiries urbaines. Il y a quand même que chaque année, ce sont les mêmes voiries qu'on reprofile. À un moment donné, c'était Koza ici. Oui, parce qu'elle meurt. Tannery, Koza, ou c'est ailleurs. Vous voyez, on dit souvent qu'on veut boucher les nids d'éléphants, les trous et tout ce qui... Nous, on s'était dit qu'il y a un système au sein du département que vous avez géré à l'époque. On a même mis des dalles dans la route ici à un moment donné. Oui, on a même mis des teintures à un moment donné. Ouais, des dallettes, c'est ça. Des teintures, on les a. Oui, on a fait des esthétiques, hein. Des maquillages. Des grandes gueules. On a mis des peintures. Ton ami d'ami. On a maquillé la route. Des rouges à lèvres. Alors, à l'époque du ministre Naïté, on a assisté très bien. Au mix entre dalette et bitume. Et c'est en ce moment aussi que le béton est intervenu dans le bitume. Des grandes gueules. Je vais finir. Béton bitumineux. Voilà. D'accord. Tu peux continuer. Béton, c'est quelque chose, mais dalette, ça... C'était fait sciemment, pour être un peu plus sérieux, c'était fait sciemment pour décaisser de l'argent chaque année, pour pouvoir, au nom de refaire les routes. Je vous explique. Comment mettre en place le financement de l'entretien routier. Vous avez d'abord un fonds qu'on appelle le fonds d'entretien routier qui est alimenté par
une retenue au niveau de l'essence, du carburant. Ouais. Moi, je plaiderais un peu plus pour cette... Le fonds d'entretien routier. Oui. C'est vous le boss, le véritable boss à l'époque ou pas du tout? C'est une parapublique. Ok. Elle a une autonomie financière et juridique. Ok. Et sur les 100% de son fonds, 20% sont destinés au département. Non, au ministère de l'Agriculture qui entretient les pistes rurales. Ok. Et les 80 autres %, c'est pour l'entretien du réseau. 20% à ce moment. 80%. 20%. Les grandes gueules. Le ministère de l'Agriculture et 80% pour les travaux publics. La question, j'insiste un peu là-dessus. Comment se fait-il que chaque année, on reprofile les mêmes routes, les mêmes voiries? Ça, c'est votre vue, mais... Non, mais c'est la réalité. Non, monsieur, je vous dis. La programmation, parce que là, vous êtes en train de parler de la programmation de l'entretien. Elle se fait à partir des techniciens qui se réunissent et qui identifient les priorités. Il y a des priorités sur le réseau, selon, par exemple, le niveau de dégradation, selon d'autres peut-être critères que je ne peux pas énumérer ici, qui font qu'on dira, bon, cette année, en tenant compte de l'enveloppe disponible, nous allons nous atteler à telle et telle piste. Et la deuxième phase, on fera telle autre piste. C'est comme ça que ça se passe. Et je suis d'accord avec vous sur un aspect, c'est que pendant longtemps, les crédits au BND étaient destinés uniquement à réhabiliter Conakry. Il faut le dire. Nous avons pris l'initiative, à raison de la densité de la population par là, n'est-ce pas, d'inverser. C'est-à-dire que de ne pas concentrer l'essentiel de l'entretien routier dans le réseau de Conakry, mais de ramener, quand je dis Conakry, c'est pour les grandes gueules. Vous connaissez pas Conakry 2. Bien. Il n'était pas né à l'époque, voilà, du tout. Je ne connais pas. Il ne connaît pas. Voilà, c'est cela. Oui, allez-y. Donc, on a inversé, on a un peu réparti pour pouvoir nous attaquer au quartier périurbain, tels que Lambangui et autres. C'est à notre arrivée, par exemple, qu'on a élargi la route Lambangui Carrefour Transit. Parce qu'elle était devenue toute étroite, petite. C'était aussi la route du président Lansana Conté, un mouvement pour Dubreka. Alors, oui, c'était ça aussi. Bon. Alors, l'autre question que je voudrais vous poser, monsieur le ministre, parce que le problème, il a changé les trajectoires. Alors, l'autre question que je voudrais vous poser, monsieur le ministre, c'est bien une inquiétude, en tout cas pour moi, vu aujourd'hui la faiblesse des enveloppes qui sont allouées aux travaux publics. Et je m'étais dit une fois dans ce studio, j'ai dit, moi, président de la République, je consacre une année. On choisit par exemple, on dit c'est la région de l'Abbé. On consacre toute l'enveloppe à tous les travaux. Tu serais un mauvais président. Non. Aussi sélectif. Oui, non, parce que ça. Non, il fait sa proposition. Est-ce que ça ne permettrait pas, parce que les autres régions sauront quand même que leur tour arrivera et ça arrivera pour que les travaux efficaces se fassent. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on touche à tout et à tous les endroits sans aucune efficacité. Toi, candidat, je ne vote pas pour toi. Moi, j'allais vous dire simplement que peut-être qu'il y a un besoin de rééquilibrer les nouvelles constructions et l'entretien du réseau existant. Il faut que du point de vue de la programmation, du point de vue des financements, que l'on trouve un point d'équilibre pour ne pas mettre la totalité des ressources d'un côté ou de l'autre. Bien. Mais vous ne trouvez pas aussi que les travaux ne sont pas vraiment des travaux efficaces qui sont faits, parce que là on s'attaque à tout au même moment et après 2 mois, 3 mois, c'est comme si on n'y est pas du tout passé. Monsieur le ministre, permettez-moi d'embrayer juste sur sa question pour pouvoir comprendre. Ça, c'est dans la qualité. Justement. Moi, ce que je veux, la question que je veux poser là, les grandes gueules. On parle de construire les routes, mais en Guinée, on construit des routes que, permettez-moi aussi cette figure de style, des routes qui ne sont pas intelligentes, des routes qui ne parlent pas, des routes qui sont complètement muettes. Des routes. Ça, c'est parce que c'est des projets non terminés. Oui, c'est des projets non terminés. Oui, mais il faut les inscrire de ce point de vue-là. Parce qu'il n'y a pas un projet qui ne
comporte pas les signaux... La signalisation. Non. Est-ce que c'est... Ok, on comprend mieux en fait. Ce déficit de qualité dans les études aussi n'explique pas la faiblesse de levée de fonds au niveau des bailleurs? Ça fait partie, vous avez raison, parce que quand vous prenez une étude qui n'est pas très bien, qui n'est pas consistante, vous allez devant un bailleur de fonds, première, deuxième, troisième question, il ferme ses dossiers. Oui, parce qu'on se revoit l'année prochaine. Parce que la route Koya-Dabola, on nous a vendu le rêve d'un 4x4, mais finalement, même Lambagny... C'est ça, c'est l'autoroute en fait, voilà. Ça, c'est notre débat, mon cher Roby. C'est récent. Voilà, c'est ça, c'est récent. Mais même Lambagny, son Fonia est plus grand et plus large que cette route. Merci beaucoup. Roby, ça, c'est notre débat. Alors, on a un confrère de la RTG. Mais c'est quand même un citoyen, là, monsieur le ministre. Il n'était pas là autant de Mais il est citoyen guinéen. Ben oui. Il a son avis à donner là-dessus. Allez-y, monsieur le ministre. Les grandes gueules. Non mais c'est son choix, mais il est citoyen. Je suis citoyen à part entière. Oui, en tant que citoyen, sortez de votre rôle d'ancien ministre. En tant que citoyen, que pensez-vous de ce projet, un rêve vendu mais qui est devenu une illusion parce que la route... Koya, Dabola, c'est ça? Vous savez, quand vous êtes à un certain niveau de responsabilité, ancien ou présent, vous ne devez pas vous aventurer à dire ce que vous ne maîtrisez pas. C'est pas porteur. Si je me mets à dire là tout à l'heure que non, Koya, Dabola, il aurait fallu ceci, il aurait fallu cela, je ne sais pas. Non, monsieur, attendez. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas attendez, s'il vous plaît, permettez. C'est ce que j'ai envie de savoir. Peut-être qu'il ne l'a pas emprunté d'abord. Je n'ai pas... Vous l'avez emprunté déjà? Plusieurs fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est grande, bonne. Elle est bien faite? C'est ce qui devait être fait? Il n'a pas d'avis. Mais non, mais attendez, ne répondez pas à sa place. Je parle aux citoyens, pas à monsieur l'ancien ministre. Il veut que je lui dise, par exemple... Voilà. Il veut que je lui dise que cette route a été construite à un niveau plus élevé que l'ancienne. Donc ça a créé un certain déséquilibre. Il aurait fallu peut-être la maintenir là où elle était. Mais les Chinois l'ont posé, à mon avis, ça c'est un avis du citoyen. Il est terrible ce garçon. Il est vraiment terrible. Je le connais très bien. Il a eu vraiment gain de cause. Alors, on a un confrère de la RTG qui pose la question, ça n'a pas de sens en fait, voilà, qui dit, parlez un peu du chemin de fer en Guinée, surtout entre Conakry, Kankan, Mamou et Ziré-Koré. Chemin de fer. Mais il était là quand vous arriviez? Il n'avait pas été arraché? Non, je n'étais pas là quand on l'a arraché. Les grandes gueules. Vous étiez parti? J'étais déjà parti. Ouais. J'étais absent. Voilà. J'étais absent de votre avis peut-être là-dessus? De 86 à 2004. C'était encore là? Bien. C'était déjà déterré. Pardon? Il dit quand vous arriviez en 2007, c'était déjà déterré. C'était dans le fameux programme de restructuration structurelle. Peut-être la reconstruction, mais même celle-là, on ne l'avait pas priorisée encore. Et figurez-vous que le chemin de fer, dans ce qu'on appelle les équipements en fait, à l'époque, le chemin de fer n'était pas dans les attributions des travaux publics. C'était au niveau des transports. Ok. Allez comprendre, mais c'était comme ça. Voilà. Le ministre Kerno Oumar Ba, voilà, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, chez les GG. La Guinée d'après, c'est maintenant. À Dafo Média, les grandes gueules réfléchissent à la Guinée d'après. Jusqu'à la fin de l'année 2023, les GG présentent leurs solutions pour aider la Guinée à se relancer. Ils sont médecins, enseignants, agriculteurs, commerçants, étudiants, avocats. Jusqu'au 15 décembre, 3 grandes gueules se réunissent chaque semaine pour présenter des propositions concrètes liées à leur corps de métier et en débattent avec la team des GG. Sur Radio Espace et Espace TV, les auditeurs et téléspectateurs sont invités quotidiennement à voter sur nos différentes plateformes et les réseaux sociaux de Adafo Média pour élire les propositions qu'ils jugent les plus pertinentes à appliquer. Le jeudi 21 décembre, l'ensemble des GG adresseront directement ces doléances au président de la transition, Mamadi Doumbouya, avec les 5 solutions les plus plébiscitées par les Guinéens. Voilà, la Guinée d'après, évidemment, c'est un petit peu les recommandations parce que ça vous tient à cœur, évidemment, monsieur le ministre. Cette caméra vous appartient. À la présidence, on nous regarde là-bas les yeux comme ça arriver, comme ça, voilà. On nous regarde à la télévision, évidemment. Doum, vous regarde, mon cher ministre, vous avez à regarder cette caméra. C'est des recommandations, et c'est maintenant, et c'est à vous. Doum, c'est Doumbouya, le président. Je refuse de m'adresser à lui directement. Seulement, je voudrais faire des propositions en ce qui concerne la politique de développement du réseau routier.
je propose, pour débat et pour discussion au niveau approprié, premièrement, dis-je qu'on rééquilibre les interventions entre les nouvelles constructions et l'entretien du réseau. C'est important. Si l'on abandonne l'entretien du réseau en faveur uniquement des nouvelles constructions, il y aura toujours débat, il y aura toujours cri. 1. 2. Je recommande au TP de procéder à la décentralisation du fonds d'entretien routier. Il ne sert à rien de le concentrer à Conakry avec Agiroute et créer tous les problèmes qui se créent à l'intérieur du pays deviennent difficiles à résoudre parce que simplement le temps et la distance jouent. Donc il faut décentraliser les activités et la structure même du fonds d'entretien routier. Troisième élément, et dans le même esprit, du point de vue de la politique gouvernementale, il serait souhaitable, dis-je, après débat, que la décentralisation se poursuive au niveau des marchés, que l'on crée la possibilité d'intervenir, que les structures locales puissent avoir droit de faire des appels d'offres, de construire des ponceaux, de réhabiliter par-ci par-là des petites voies, sans qu'on ait besoin de revenir jusqu'à Conakry pour faire un appel d'offres, pour faire une consultation restreinte. Cela va dans l'esprit, je crois, de la décentralisation et que tout le monde applaudit. Quatrième élément que je souhaite voir faire, c'est en même temps gagner en perspective. Qu'est-ce que j'appelle perspective? C'est de réactualiser les schémas de développement. Parce que si nous continuons à avancer sans nous arrêter à un moment pour vérifier ce qui a été fait et ce qui reste à faire et réorienter les interventions de manière à ce qu'elles soient lisibles. Parce que le plus grave danger en développement, c'est le coup par coup. Il y a le danger de l'incohérence, il y a le danger de résultats non atteints, etc., etc. Donc, il est important de faire la pause. Quand je dis pause, il s'agit essentiellement du secteur dont je parle, que l'on dise d'où l'on vient, c'est l'émission que vous avez voulu faire, d'où l'on vient. Ce n'est pas dans le studio simplement que cette question doit être posée. Elle doit être posée à un niveau où les spécialistes, les techniciens qui ont vécu ou qui sont en train de le vivre se disent l'état des lieux, où est-ce que nous en sommes. Et à partir de ces débats-là, sortir maintenant un nouveau programme. J'imagine qu'en matière d'urbanisation, vous observerez qu'il y a beaucoup de villages qui grossissent de manière démesurée, parce que simplement l'État n'est pas venu à temps pour présenter des schémas directeurs. Peut-être même pas des schémas directeurs, mais des esquisses de schémas. Pour pouvoir, prenez un village comme disons, oui, ou bien même sur la route de Dalaba, là, le village de, ça viendra. C'est des villages actuellement qui vont jusqu'à 5 000 personnes, 10 000 maximum. C'est le temps pour l'État de venir créer les équipements, l'hôpital ou la route ou le cimetière, etc. N'attendons pas que les citoyens viennent. Ok, anticiper. Bien. Le ministre... c'est d'ailleurs la réalité dans les périphéries de Conakry, d'ailleurs, les nouveaux quartiers, c'est comme ça. Kerno Oumar Ba, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, on passe à cette rubrique. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules. Question à une personnalité. Question à une personnalité, mon cher Jacques Loualino, vous allez l'expliquer un petit peu les principes, évidemment, de cette rubrique. Et puis derrière, on va l'écouter. Bon, on vous dira,
présentera des personnalités, on vous dira si elles étaient devant vous, quelles questions vous souhaiteriez leur poser. Et en commençant, moi, je voudrais vous dire, si vous aviez Sam Mamadou en face de vous, quelles questions vous alliez lui poser? L'ancien secrétaire général? Oui. Je m'abstiens. Oh. Bon, il s'abstient, il n'y a pas de problème. Allez-y, Moussa Yoro, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous n'avez droit qu'à un seul joker. Hein. Ouais, c'est ça. Vous n'avez droit qu'à un seul joker. Voilà. Si vous aviez en face l'actuel ministre des Travaux publics, M. Gando Paris, quelle question vous lui poseriez? Je vais lui demander où en êtes-vous avec la programmation et la communication. Communique pas assez, il faut beaucoup communiquer. D'accord. Alors, si vous aviez en face de vous Lansana Kouyaté, je dirais, monsieur le Premier ministre, je vous encourage. Ça, c'est pas une question. C'est pas une question. C'est un avis qu'il donne là. Quelle question vous posez à Lansana Kouyaté? La question que je vais lui poser, est-ce que pourquoi vous n'êtes pas avec lui au PDN par exemple? Parce qu'il vous faisait confiance. Non, retenez que c'est un homme à qui je dois. Il faut le retenir, il ne faut pas oublier cela. C'est pourquoi je demande pourquoi vous n'êtes pas avec lui au PDN. Parce que simplement, j'ai décidé en tant que personne d'être citoyen. Bien. Et je vous promets, en tant que citoyen, j'aiderai le pays. Allez-y, mon cher Daouda. Pas besoin de faire la politique. Une question à une personnalité. Une question à une personnalité, je prendrai le président Doumbouya aujourd'hui. Vous avez l'occasion d'être en face de lui. Quelle question vous pouviez lui poser? Pourquoi voulez-vous que je lui pose une question? Parce que... Mais c'est la rubrique, monsieur le ministre. Oh, c'est une rubrique qu'on a ici. Voilà, c'est la rubrique. C'est une rubrique qu'on suppose que vous avez l'air de pas trop... Vous ne l'avez pas en face de vous, mais à supposer qu'un jour vous l'ayez en face de vous. Quelle question vous lui poseriez? Celle-là, cette question-là, ce sera entre lui et moi. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez-y, Roby. Voilà, allez, la finale. Alors, en tablé, je vais vous mettre devant vous 3 personnalités, si vous permettez. Et à chacune, vous avez une question à poser si ces personnalités-là étaient devant vous. La première personne, le ministre Moustapha Naïté, ancien ministre comme vous des TP. La deuxième personne, le ministre Yaya Sow, ancien ministre comme vous des TP. Et la troisième personne, si vous aviez une question à poser au ministre Pété en ce moment. Vous savez, ce que j'allais vous proposer, c'est parmi les propositions. Il faut que peut-être nous acceptions quelqu'un qui est en activité, un ministre qui est en activité, qu'il accepte le principe de temps en temps et de temps à autre de rencontrer ses anciens, de bavarder, d'échanger. Beaucoup de problèmes qui se posent à lui se sont posés à ses anciens. Oui. Et souvent, soit ils ont eu la solution, soit ils ont eu la difficulté. Bien. En tout cas, ils pouvaient la partager. Allez, ça c'est un avis. Allez, la question, quelle question poserez-vous Je ne peux pas vous dire... à Naïté, vous lui poseriez quelle question, par exemple? Je vais vous répondre. Je préfère la suggestion que je viens de vous faire. Acceptez que ces messieurs qui nous écoutent nous invitent de temps à autre, on bavarde entre nous. Alors peut-être une personne à qui vous ressemblez beaucoup, d'ailleurs, qui vous a succédé à ce poste-là. Ba Ousmane. Oui, je le connais. Je sais que vous le connaissez. Si vous devrez lui poser une question. Il a été ministre des TP aussi, hein? Le premier d'ailleurs d'Alpha Condé. Bien sûr. Donc juste après vous. Non, pas après. Presque. Il y a eu 3 ministres entre lui et moi. Ça va vite, hein? Ça va vite au TP. Je sais, mais je dis juste parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'années en fait. Les 3 ministres n'ont pas... C'était entre 2007 et puis 2010, lui il était ministre en fait. Et 2011, il était ministre. Une question? Oui. Quelle est la question que vous posez? Quelle question vous lui posez?
Oui, je n'ai pas de questions à leur poser de cette façon-là. D'accord, voilà. Allez, ça se comprend bien. Il fait le véritable bas ce matin. Arrête. Allez, vous restez avec nous. On passe à cette autre rubrique. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules. Question à une personnalité. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules. Le jeu des photos. Que pensez-vous? Que reflète une personnalité? Allez-y, mon cher Jacques Léouadou. Bon, je vais dire Lansana Kouyaté. Que pensez-vous de lui? Un grand monsieur. Un grand monsieur. Allez-y, Jacques, mon cher Daouda. C'est lui d'Alain Diallo. C'est aussi un monsieur. Monsieur le ministre. François Lucénifal. Ils sont tous des messieurs, on le sait. François Lucénifal. Qui? François Lucénifal. Ah oui, un expert des Nations Unies. D'accord. On sait tous là. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Lamine, attends, moi. Sidia Touré. Sidia Touré, ce fut un camarade de l'école. Camarade d'école. Oui. Vous avez étudié avec lui? Oui, tout à fait. Comment était-il? Turbulent. Brillant. Forcément. Turbulent. Très engagé. Très engagé. Il s'est engagé très tôt. Ouais. Le colonel Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous n'allez pas échapper, hein? Non, je vais échapper parce que je ne dirai rien. Mais pourquoi Les gars, mais c'est bon là, j'ai l'impression il faut que je sois cohérent. Non, il faut que je sois cohérent avec moi-même. Sous-jacent dans vos réactions vis-à-vis attendez. du colonel Mamadi Soyons Doumbouya. logiques, soyons cohérents. Je ne veux pas vous dire que je ne refuse. Il fait autant peur? Bah, pourquoi vous ne voulez pas parler de lui? Que pensez-vous? Pourquoi voulez-vous que je me mette à faire ce que je n'ai pas envie de faire? Voilà. Feu général Lansana Conté. Feu général Lansana Conté. Là, ça va partir vite. Je l'ai rencontré un certain nombre de fois. C'est un homme sûr, très sage. Bien. Deux personnes. Badiko et Silaba. Badiko, je ne le connais pas. Ah, Badiko? Non. On ne se connaît pas. Bien. Merci beaucoup en tout cas. Alpha Silaba, c'est mon oncle. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Vous allez rester avec nous parce qu'on a fait de voting aussi. Hein. Voilà, c'est ça aussi un petit peu la démocratie chez nous. Les auditeurs ont voté pour vous, savoir un petit peu ce que vous les avez convaincus. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, évidemment, Aïssata Sané est là. Eh bien, notre mur du jour, c'est dans un instant. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Avant de donner évidemment le résultat du sondage, Aïssatou Sané est avec nous ce matin. Ma grande Sané, bonjour. Rebonjour Lamine et rebonjour à tous. Alors on a pris les 3 derniers comme d'habitude. Ruby et Daouda ont pris 2 murs chacun. Ouais. Et puis le mur du jour en a pris 4. C'est Mohamed Ali. Mohamed Ali. Oui, c'est ça. Eh ben voilà. Voilà, bien. Allez, tu n'as pas de commentaire à faire là-dessus, s'il te plaît. Non, mais il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. C'est la règle. Allez-y, les auditeurs ont voté. Alors oui, il y a eu le sondage. Voilà, le sondage. Lamine, voilà. La question est la suivante. Ouais. Avez-vous été convaincu par l'ancien ministre des Travaux publics, M. Ba, Thierno Ousmane? Sur Facebook, il y a 57% qui ont répondu oui. Vous voyez les résultats à la télé à l'instant? 27% ont répondu non et puis 18% étaient indécis. La même question revient sur YouTube cette fois-ci. 61% ont répondu oui, 18% ont répondu non et 21% étaient indécis sur YouTube. Lamine, c'était le sondage du jour. Voilà, le ministre, est-ce qu'il a convaincu on va dire largement oui. Hein. Voilà. Il y a une habitude qui s'est installée dans ce studio, c'est que Sané, elle est aise à chaque fois de dire comme d'habitude, le mur. Je suis d'accord avec Roby parce que je pense que le choix des murs, de dire ça, hein. Ça commence à être pas transparent. Ouais. À un moment donné, il faut montrer ça à la télé. On va auditer, hein. Parce que je pense que il y a une habitude qui s'est créée. Il y a des noms qui sont collés à des murs. C'est pas bien du tout. Merci beaucoup. Allez, ils sont comme vrais ça politiciens aussi. Et c'est comme ça, on les a là aussi. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin, monsieur le ministre.
ministre. Notamment de vous remercier. En aparté, je vous parlerai de ma fondation. Ouais, avec plaisir, évidemment. On peut se permettre un mot là-dessus, peut-être un contact pour ceux qui veulent s'intéresser de plus près, je sais pas. J'ai pris soin de donner à Madame So le contact de la vice-présidente de la fondation. Ouais. Et elles pourront échanger et on va leur donner un peu plus d'informations et peut-être j'appellerai Espace à nous aider à nous faire mieux connaître. Avec plaisir, évidemment. Vous êtes chez vous aussi, monsieur le ministre. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Je vous remercie pour l'invitation. C'était pas facile, mais bon, le plus important, c'est que vous avez convaincu l'opinion et c'est ce qui compte d'ailleurs. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Lundi, notre invité ici, ça serait donc François Luceni Fall. Et mercredi, toute la semaine d'ailleurs, on consacré du côté du Sénégal avec Koto Selu qui sera notre invité depuis Dakar, mercredi si tout va bien. Prenez soin de vous. À midi, vous avez accès aux infos avec la rédaction. Espace Première, ça s'appelle. À midi 10 sur Espace TV. Les dames vous attendent là avec Conakry midi. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve ce soir avec Espace and Friends à 20h. Au revoir.